Alors, bon, je ne suis pas forcément le plus grand spécialiste de la mémoire, évidemment, il y a des gens beaucoup plus compétents. Ce qui se passe actuellement, alors d'abord, les études sur la mémoire ont été boostées par les nouvelles technologies, et notamment les examens IRM fonctionnel, notamment, et puis aussi d'autres techniques. Parce que si vous voulez, globalement, on a deux types de techniques qui apportent deux types d'informations. On a des techniques qui apportent une certaine précision dans la localisation des régions qui travaillent. Hein. Par contre, le timing n'est pas là. C'est-à-dire, il y a une résolution temporelle qui est mauvaise. Parce que il faut moyenner sur un certain temps les résultats. Et peu à peu, on voit les régions qui travaillent, hein, mais sur un laps de temps assez large. Ce qui fait qu'on ne voit pas évoluer dans le temps à la microseconde, pas du tout. Hein, c'est une mauvaise résolution temporelle et une bonne résolution spatiale. On a d'autres techniques qui font l'inverse, notamment la magnétoencéphalographie, qui, elle, analyse l'activité magnétique, électrique, et donc magnétique du cerveau. Et donc là, on a des changements extrêmement rapides qui peuvent être vus, mais par contre, on a du mal à les localiser. Donc c'est deux exemples qui montrent qu'on a des technologies qui nous permettent d'avancer avec des paradigmes, avec des hypothèses qu'on va poser, et pour créer des protocoles qui posent une question très précise et essayer de voir à ce moment quelle est la réaction du cerveau, hein, dans la consommation d'oxygène, consommation de glucose, activité électrique, etc. Donc là, déjà, il y a ces conditions d'exploration du cerveau humain qui ont énormément changé, puisque avant, on n'avait que l'animal et très peu d'informations sur l'homme. On a aussi les autres pistes, c'est les pistes neurobiologiques. Et là encore, il y a toute l'exploration du domaine génétique. Hein. Quelles sont les protéines qui sont en cause dans ces différents processus mnésiques? Quels sont les intermédiaires, les protéines kinases, etc., qui commencent à être de mieux en mieux connues? On peut imaginer qu'on peut retravailler sur les circuits de la mémoire à long terme, qu'on peut retravailler sur une meilleure efficacité, par exemple, de l'action des protéines sur les gènes, ou de la production des protéines par ces mêmes gènes, mais de protéines qui entraînent les signaux, les modifications des synapses et des neurones. Ce qu'on peut se demander, après, on arrive à un autre niveau, c'est un niveau peut-être plus éthique, c'est-à-dire jusqu'où peut-on aller et sur quoi on va agir. En fait, malheureusement, les médicaments agissent parfois de manière globale. Donc déjà, il faut trouver des médicaments qui se focalisent de manière beaucoup plus précise. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile. Il y a des risques, par exemple, d'améliorer, avoir des mémoires exceptionnelles, ce qui existe, des patients qui ont des mémoires mais fantastiques. Ils sont capables de mémoriser tous les faits, enfin, très nombreux faits, contrairement à l'individu moyen. Mais ces personnes ont d'autres soucis, du coup. C'est-à-dire qu'à accumuler trop les savoirs et les faits, souvent les empêche justement d'avoir cette souplesse, en fait, de tous ces circuits qui vont permettre de régénérer, de reconstruire, par exemple, de nouvelles hypothèses, de nouvelles connaissances, hein, parce que ils sont plutôt orientés sur l'accumulation, en fait, du stock mnésique. Voyez, voilà, donc je pense qu'il faut faire attention aux moyens qu'on va utiliser et à l'action de ces moyens-là, in fine, chez l'individu. Donc, c'est vrai que pour la maladie d'Alzheimer, là, par contre, si on pouvait empêcher les processus qui entraînent la dégénérescence et peu à peu cet appauvrissement, à la fois, parce qu'en fait, dans la maladie d'Alzheimer, justement, on va toucher ces structures-là, qui sont d'une part les structures temporales internes, très tôt, et donc ça va empêcher peu à peu cette consolidation et l'élévation des souvenirs vers la mémoire à long terme. Et en plus, après, le processus va s'étendre et toucher toutes les autres régions. Et du coup, toucher ces réseaux mnésiques distribués, qui sont les compétences visuelles, les compétences sensitives, les compétences auditives, de langage, etc., qui sont distribués dans tous ces lobes, et arriver peu à peu à cette perte de mémoire progressive et complète, et qui va avec une certaine perte d'identité du sujet, puisque si on a une identité
elle est basée en grande partie sur tous ces faits, cette mémoire, et comment on l'a organisée, comment on l'a travaillée, comment on a su exploiter ces possibilités d'analyse par tel ou tel. Alors certains c'est des grands musiciens, les autres c'est des peintres, les autres c'est des mathématiciens, et tout ça, ça s'est travaillé pendant des années et des années, et c'est ça qui, par des changements cérébraux, ont aussi fait l'individualité, hein, et la spécificité de chaque individu.